Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous sommes dans la série des exemples de recherche. Après avoir donné trois exemples de recherche non observationnelles, autrement dit des recherches expérimentales, je vais à présent donner des exemples de recherche observationnelle. Dans les recherches observationnelles, il y a les études descriptives et les études analytiques. Toutefois, l'étude que je présenterai aujourd'hui est un exemple de recherche opérationnelle avec plusieurs volets, dont certains sont descriptifs et d'autres sont analytiques. Donc pour cela, le titre que j'ai décidé de donner à cette présentation est intitulé Contribution de la recherche à l'amélioration de la santé des populations, cas du projet Access SMC. Comme toujours, nous travaillons en équipe. Je vous ai toujours parlé du cerveau collectif. Donc, c'est le fruit d'un travail collaboratif ayant réuni le ministère de la Santé publique, le Programme national de lutte contre le paludisme, le consortium de la London School et puis le consortium Access SMC, sans oublier le centre de recherche médicale et sanitaire qui est ici à Niamey. Donc, je vous exhorte toujours à tout faire lorsque vous faites de la recherche. Un, de travailler en équipe. Deux, de trouver des collaborateurs. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux si vous voulez faire une longue carrière. Donc, en 2015, l'United et Malaria Consortium ont financé un projet multicentrique dénommé Access SMC qui couvre 7 pays. Et ces pays sont la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Nigeria, le Tchad et le Niger. L'ONG Catholic Relief Service a assuré la gestion financière de ce projet. Le Programme national de lutte contre le paludisme a assuré la mise en œuvre de la chimie-prévention du paludisme saisonnier au niveau des districts sanitaires, au niveau des centres de santé intégrés du Niger. Quant aux institutions que sont le CERMES, Épicentre et la direction de la pharmacie des hôpitaux et des laboratoires, a assuré le suivi et l'évaluation de la chimie-prévention du paludisme saisonnier. De façon plus spécifique, Épicentre a assuré l'étude de couverture de la CPS, la DPHL du ministère de la Santé a assuré la pharmacovigilance, le Centre de recherche médicale et sanitaire a assuré l'étude de l'impact de la CPS sur la résistance à la sulfadoxine-pyrimétamine plus amodiaquine et à l'impact de la CPS sur l'immunité. Catholic Relief Service a assuré le volet étude de coût de la CPS. Dans le cadre de cette étude, la London School of Tropical Medicine and Hygiene a assuré la coordination scientifique et l'Université Cheikh Anta Diop a assuré la gestion technique au niveau des 7 pays. Donc, en termes de méthodologie, il faut dire que nous étions en 2015. Donc, en 2014, il n'y a pas de chimie-prévention du paludisme saisonnier. En 2015, on a commencé à mettre en œuvre la chimie-prévention du paludisme saisonnier en phase pilote. Rappelez-vous de l'étude passée à Magaria. Et puis, en 2016, il y a eu aussi la chimie-prévention du paludisme saisonnier. Au cours de cette étude, donc en 2015-2016 et 2016-2017, il y aura une surveillance sentinelle. Il y a des études 4 témoins pour voir l'efficacité de la chimie-prévention du paludisme saisonnier et l'étude de la résistance des souches de Plasmodium falciparum à la sulfadoxypyrimétamine. À la fin de l'année 2017, il y a eu l'étude de couverture. Et 2 ans après la mise en œuvre de la chimie-prévention du paludisme saisonnier, on a évalué pour voir quel est l'impact de la CPS sur la population parasitaire, en particulier sur la résistance à la SPAQ. Donc voilà les différents volets qui ont été mis en œuvre au cours de cette importante étude. Donc on va passer directement aux résultats pour ne pas perdre beaucoup de temps. Le premier volet, comme je le disais, c'est la couverture. Donc,
7 pays de l'Afrique de l'Ouest ont été couverts. C'est ainsi qu'en 2015, 12 500 000 traitements ont été administrés, dont 3,4 millions d'enfants dans ceux qui ont reçu les médicaments. En 2016, 25 millions, plus de 25 millions de traitements ont été administrés, dont 7 millions d'enfants. La couverture de la CPS, donc 75% des enfants ont reçu au moins une dose de CPS. 56% ont reçu au moins 4 doses de CPS. Donc ça, ce sont les résultats globaux au niveau de ce pays. Au Niger, la couverture était la suivante. 41% des enfants ont reçu au moins 4 CPS en 2015, ce qui veut dire qu'il y a quand même un gap d'environ 20%. Et en 2016, 50,24% des enfants ont reçu au moins 4 doses de CPS. Donc, vous voyez le nombre astronomique de la population qui est étudiée. Donc, il faudrait vraiment des grands consortiums pour faire des analyses de ce genre. Qu'en est-il du volet résistance à la sulfadoxine pyrimétamine? Dans le cas de ce volet, 4470 échantillons ont été collectés au niveau du Niger. 4463 ont été extraits. Autrement dit, on a fait l'extraction de l'ADN avec le Kiagène. Et puis 4463 ont été passés en séquençage pour essayer de voir quelle est la variabilité des gènes qui sont impliqués dans la résistance des souches de Plasmodium falciparum à la sulfadoxine pyrimétamine. Et la technique qui a été utilisée, c'est le séquençage. Dans ces échantillons, il y a 29% qui étaient positifs. Qu'en est-il des résultats? En ce qui concerne le gène DHFR, le gène DHFR, c'est lui qui gouverne la résistance à la pyrimétamine. Et à ce niveau, il y a 3 codons qui sont importants. C'est le codon 51, 59 et 108. Et c'est ainsi que nous constatons que la prévalence au niveau de ces 3 codons est relativement élevée. À tous ces niveaux, on constate que la prévalence est au moins de 90%. On a pu mettre en évidence pour la première fois la mutation au niveau du codon 164 qui est associé à des niveaux très élevés de résistance. Pour ce qui est du gène DHPS, il est corrélé à la résistance aux sulfamides, en particulier les sulfamides, en particulier son nom m'échappe, je reviendrai plus tard. Donc, au niveau du gène DHPS, donc c'est surtout le codon 436, 437 et le codon 540 qui sont surtout impliqués dans la résistance aux sulfamides. C'est ainsi que la prévalence au niveau des mutations du codon 436 et 437 sont relativement élevées. On a pu mettre aussi en évidence des prévalences au niveau du codon 540 qui est associé à des niveaux de résistance élevés. En ce qui concerne les mutations multiples, autrement dit l'association entre le gène DHFR et le gène DHPS, nous constatons, je vais m'attarder essentiellement au niveau de la quadruple mutation et de la quintuple mutation, ce d'autant plus que ce sont elles qui sont les plus importantes et qui sont associées à la résistance à la SP. Donc, la prévalence au niveau de la quadruple mutation, autrement dit, 3 mutations du gène DHFR et 1 mutation du gène DHPS était de 77%. Quant à la prévalence de la quintuple mutation, elle est relativement faible, de l'ordre de 0,1%. Ce qui montre que le niveau de la résistance à la SP 2 ans après la mise en œuvre de la chimio-prévention du paludisme saisonnier était relativement faible. Pour ce qui est des marqueurs CRT, qui est associé à la résistance à l'amodiaquine, et le MDR, qui est aussi associé à la résistance à l'amodiaquine. C'est ainsi que nous constatons que la prévalence de l'haplotype Cviet, l'haplotype Cviet étant les mutations situées entre le codon 72 et le codon 76 du gène CRT. Cette prévalence était que de 20%.
La mutation au niveau du codon 184 du gène PFMDR1 était de 27,8%. À ce niveau aussi, il faut dire que malgré la CPS, malgré les 2 ans de CPS, le niveau de résistance à la modéakine était relativement faible parce que n'atteignait pas 50%. Le volet suivant, c'est le volet pharmacovigilance. Donc, il est tout à fait normal lorsqu'on fait une utilisation massive de médicaments de faire une surveillance des événements indésirables pour éviter la catastrophe. Ce d'autant plus que des produits comme la modéakine sont associés à des événements indésirables graves comme le syndrome de Lyell, comme le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome pyramidal. Donc pour cela, une collecte passive a été mise en place grâce à des outils qui sont des fiches ayant 3 colorations, une coloration blanche, une coloration bleue et une coloration rose. Donc la fiche, l'une est gardée au niveau de la structure, l'autre est transférée au niveau de la direction de la pharmacie et des laboratoires et l'autre est destinée aux patients. Donc, en 2 ans, il faut dire qu'au Niger, 3 522 644 traitements ont été administrés. 331 événements indésirables mineurs ont été observés et 29 événements indésirables majeurs ont été observés. Ici, sur cette courbe, nous voyons la nature des événements indésirables mineurs et la nature des événements indésirables majeurs. C'est ainsi qu'on a observé quand même un syndrome extra-pyramidal, plus précisément à Matamei. Et aussi, on a eu l'opportunité de rencontrer un syndrome de Lyell à Mejiri Tessawa. Même si ce n'est pas dans le cadre de la CPS, en tout cas, la molécule qui était administrée, c'était la modéakine. Et enfin, on a vu un syndrome de Stevens-Johnson à Niamey. Tous ont été d'ailleurs publiés. Qu'en est-il de l'impact de la chimioprévention du paludisme saisonnier sur l'immunité des patients? En effet, la CPS était en train d'être mise en place de façon progressive. Ce qui fait qu'on peut trouver des sites où la CPS est mise en œuvre et des sites où la CPS n'est pas mise en œuvre. Donc, ces sites sans CPS peuvent nous servir de sites témoins afin de faire des études comparatives entre des zones avec la CPS et des zones sans CPS. C'est ainsi qu'on avait comparé le district de Zender qui a fait 2 ans de CPS versus le district de Gaïa qui a eu une seule année de CPS et le district de Dosso qui constituait le site témoin sans CPS. C'est ainsi qu'on a dosé les titres d'anticorps dirigés contre la circumsporozoïde protéine, qui est la protéine majeure qui se trouve à la surface des sporozoïdes, mais aussi la glutamate rich protéine grâce à la technique d'ELISA. Donc, qu'en est-il des observations qui ont été réalisées? Donc, comme je le disais, donc, il faut voir le site de Zender, 2 ans de CPS, le site de Gaïa, 1 an de CPS et le site de Dosso sans CPS. Au niveau du site de Dosso, on a 77 échantillons, à Gaïa 81 et à Zender 71 échantillons. Donc, les études ont montré que la CPS semble booster l'immunité dirigée contre la circumsporozoïde protéine. C'est ainsi qu'il y a une différence statistiquement significative de titres d'anticorps à Zender et à Gaïa lorsqu'on compare cela par rapport à Dosso. De la même façon, le titre de la GLUP a la même tendance. On constate que à Zender et à Gaïa, le titre d'anticorps est plus élevé qu'à Dosso qui constitue le site témoin. Qu'en est-il de l'impact de la chimioprévention du paludisme saisonnier en santé publique? Autrement dit, quel est l'apport de la CPS en termes de réduction de la morbidité, en termes de réduction de la morbidité grave, en termes de réduction des hospitalisations et en termes de réduction de la mortalité? Donc, dans ce cadre, il y a 39 structures de santé qui ont fait l'objet
de surveillance, dont 27 qui sont dans la zone CPS et 12 qui sont dans une zone sans CPS. Et c'est ainsi qu'on a comparé des années 2014-2015 sans CPS versus 2016-2017 qui ont fait l'objet de CPS. Donc sur ces graphiques, nous avons les données des enfants de moins de 5 ans qui sont en rouge. Ce sont les données de morbidité. Et les données des enfants de plus de 5 ans qui sont en bleu. Et nous voyons, quels que soient les sites qui ont été étudiés, nous constatons que les courbes rouges sont en deçà des courbes bleues. Ce qui veut dire que la morbidité au niveau des enfants de moins de 5 ans est moindre par rapport à celle des enfants de plus de 5 ans. Ce qui montre bien l'efficacité de la chimio-prévention du paludisme saisonnier en termes de réduction de la morbidité attribuable au paludisme. Le volet économique. L'objectif, c'est d'essayer d'estimer quel est le coût lorsqu'on veut administrer la chimio-prévention du paludisme saisonnier à un enfant. Donc, cette évaluation a montré que la CPS revient à environ 2500 francs par enfant. Si on multiplie par le nombre des enfants de 3 à 59 mois en cette période, donc la CPS nous reviendrait à 163 millions de francs CFA. Il semble que l'État peut bel et bien mettre à la disposition du ministère de la Santé pour que durant les 3 mois de saison pluvieuse, tous les enfants puissent être couverts et par conséquent qu'on arrive à amputer cette courbe de paludisme qui est saisonnier où on constate que les pics sont pendant la saison pluvieuse. Autrement dit, durant les mois de juillet ou septembre. Nous osons espérer que nous serons entendus et qu'un jour, le gouvernement mettra la chimio-prévention du paludisme saisonnier dans les activités courantes des structures de santé. Tout naturellement, lorsqu'il y a un grand projet comme celui-là, nous profitons de cela pour former les jeunes et c'est ainsi que dans le cadre de ce travail, il y a 3 thèses de doctorat de médecine qui ont été réalisées. Je fais coucou à tous ceux qui ont participé à ces études. On a profité aussi pour faire des publications, autrement dit, il y a un volet scientifique. Et à ce niveau, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de publications. Il y a eu au moins 12 publications dans le cadre de ce projet, dont une thèse de 3e cycle. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous. J'ose espérer que cela vous servira de modèle et d'inspiration en vous incitant, chers jeunes, à travailler, travailler encore, travailler toujours. Soyez très proactifs, répondez aux appels à communication, levez des fonds, cherchez des collaborateurs, cherchez des laboratoires d'accueil et des plateaux techniques et c'est ainsi que vous ferez avancer votre carrière scientifique. Sur ce, je vous dis merci infiniment et on se donne rendez-vous au prochain exemple si toutefois il y aura un autre exemple.